ça me fait. C'est vrai que je suis très content de revenir. En plus, ça faisait 15 ans que je n'étais pas venu dans cet amphi, donc je suis très content. Donc au niveau des entreprises comme Terena, le raisonnement spatial, on en fait déjà une bonne part. Et je vais distinguer l'aspect parcellaire de l'aspect régional. Pour vous illustrer, depuis déjà 5 à 6 ans, on développe des maïs, notamment en fourrage, en bivariété, c'est-à-dire que deux variétés sont cultivées dans la même parcelle en parallèle, et on s'est rendu compte, notamment dans l'exploration parcellaire, racinaire, mais aussi sur l'indice foliaire, que le rendement était optimisé. Donc l'objectif dans ce type d'approche, c'est d'avoir à la fois une optimisation du rendement, du tonnage hectare, mais aussi de la qualité. Et on s'est rendu compte aussi qu'en mettant deux variétés de maïs complémentaires, au niveau de l'auge pour les animaux, on avait un gain aussi. Voilà, donc ça peut vous montrer déjà au niveau parcellaire ce que l'on peut faire déjà. 70% de nos colzas aussi sont cultivés en culture associée. Et associée, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'on mélange une variété précoce avec la variété qui nous intéresse. L'objectif de cette variété précoce est de faire une plante piège, c'est le collélien, une plante piège pour les mini-jettes en sortie hiver. Donc c'est en ce moment que ça va travailler. On cultive aussi beaucoup d'associations, pour rebondir un peu sur les associations d'espèces. Des légumineuses avec du colza. On réfléchit beaucoup aussi sur les associations céréales légumineuses, donc vous connaissez tous le pois blé, mais nous on va développer plutôt le lupin triticale ou le lupin blé. Voilà. Donc ça c'est des réflexions qu'on a déjà depuis quelques années avec des agriculteurs, où on se rend compte qu'au lieu de produire à peu près une trentaine de quintaux de lupin, on arrive à produire 25 quintaux de lupin et 30 quintaux de blé ou triticale. Voilà. Donc on additionne les deux et on produit plus, 100 mètres d'azote. Voilà. Donc à l'échelle parcellaire, vous voyez déjà un peu le travail que l'on peut faire. À l'échelle régionale, et là vous l'avez vu, je n'ai pas parlé par exemple, comme il y a eu une des questions, sur les mélanges de variétés en céréales, les associations de variétés en céréales. Cultiver plusieurs variétés de blé ensemble dans une même parcelle. Moi je l'ai testé, pour l'avoir testé personnellement depuis 6 ans, je n'ai strictement rien vu sur les maladies. C'est-à-dire que ce soit en conduite non traitée ou en conduite traitée, la moyenne des 4 ou 5 variétés qu'on peut mettre dans le mélange, avec bien sûr des variétés adaptées à la région, à ma zone, eh bien on a exactement les mêmes potentiels, la moyenne des 4 ou 5 variétés ou le mélange variétal. Voilà, donc pour l'instant ça on ne le développe pas. On espère pouvoir trouver peut-être des axes de travaux. Je dirais que le mélange variété est plus intéressant à la rigueur pour l'agriculteur, pour optimiser son poids spécifique, quand on a une variété qui a un PS un peu plus faible, pour optimiser son taux de protéines quand on a une variété aussi qui a un taux de protéines un peu plus faible. Voilà. Mais pour l'aspect maladie, je suis dans ma zone, je dis bien, dans ma zone, qui n'a pas de rouge jaune par exemple, je suis assez dubitatif sur l'utilité pour l'aspect maladie. Donc voilà un peu le raisonnement qu'on peut avoir. À l'échelle régionale, ce qui est important, c'est sur les céréales. Aujourd'hui, on propose à nos adhérents, on n'impose pas les variétés, c'est bien l'agriculteur qui choisit ces variétés, et on lui propose 25 variétés de blé tendre, 60 variétés de maïs, une quinzaine de colza, une vingtaine de tournesol. Donc il a un panel de choix déjà qui est adapté. Et nous, localement, ce qui est important de retenir, au niveau d'un silo de collecte, on a une spatialisation des variétés de blé pour optimiser notre mélange meunier pour des débouchés de qualité. Puisque, avant tout, notre production, elle doit être adaptée à un débouché. Donc voilà un petit peu sur le raisonnement spatial. On aimerait bien, je pense, avancer encore plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions actuelles, donc il y a certainement d'autres questions à se poser. On attend de la recherche justement qu'elle nous propose des tests potentiels. Je n'en ai pas en tête parce que justement
On a fait un peu le tour des associations, des mélanges. Mais tout ça, ça doit être dans le respect, bien sûr, de nos cahiers des charges, puisqu'on a des cahiers des charges de plus en plus exigeants au niveau des filières. Quand on veut produire un petit beurre, nous on est à 2 portes de l'usine de Nantes de Petit Lu, il faut un blé particulier. Voilà. Et aussi, dans l'optique aussi de développer des techniques en lien avec l'agriculture écologiquement intensive, qui est notre fer de lance depuis déjà 4 ou 5 ans. Voilà. Donc produire plus avec moins. Ça, on est conscient qu'il faut utiliser moins d'intrants non renouvelables et on va dans ce sens-là. Je suis peut-être un petit peu long. Et puis, juste un petit mot sur la diversité génétique, sur la deuxième question. Aujourd'hui, je dirais, elle répond complètement à nos attentes, puisque on a des variétés, quelle que soit l'espèce, qui répondent à nos débouchés. C'est quand même le plus important. Pour illustrer, 75% de nos blés tendres sont produits en contrat avec l'agriculteur, en contrat à débouché filière, meunerie. En interne, on écrase plus de 250 000 tonnes de blé dans nos moulins pour la farine. C'est pareil, tous nos colzas ou tournesols, il y a des contrats particuliers, notamment sur la teneur en huile ou sur la teneur en acide oléique. Donc ça, c'est des critères sur lesquels les variétés aujourd'hui du moment répondent à nos attentes. Elles répondent aussi à l'adaptation pédoclimatique de notre zone, puisque pour illustrer, un terrena, c'est 14 000 microparcelles d'essais tous les ans, c'est 350 essais, c'est 12 sites maïs, grains et fourrage, c'est 5 ou 6 sites colza, blé ou tournesol. Donc forcément, moi quand j'ai 150 variétés de blé tendre testées tous les ans dans mes essais, je peux estimer quelles sont les variétés les plus adaptées à ma zone. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de variétés qui n'étaient pas adaptées. Et puis, important aussi, l'adaptation agronomique. On voit qu'aujourd'hui, on a une volonté de produire plus, mais avec moins. Eh bien, on se rend compte qu'aussi, les sélectionneurs, notamment au niveau des obtenteurs, et c'est là où je pense qu'il manque une personne à la table, c'est l'obtenteur. En céréales, notamment au niveau France, on a quand même la sélection qui est familiale, qui a fait progresser la génétique depuis 50 ou 60 ans. Eh bien, c'est aussi travailler. On le voit bien, puisqu'aujourd'hui, on a des variétés de blé qui sortent avec des indices de teneur en protéines très très élevés. Donc quand on dit rendement, les protéines, c'est antinomique en partie, oui, mais on voit qu'il y a des poules génétiques. Moi, je pense à certains obtenteurs qui travaillent beaucoup plus que d'autres, où on peut à la fois cumuler rendement très élevé et teneur en protéines très élevée. Et puis sur la sélection participative, c'est compliqué. Je ne veux pas qu'on oppose l'ensemble des choses. Moi, je pars du principe que toutes les agricultures sont complémentaires. Il ne faut pas opposer agriculture biologique et agriculture conventionnelle. On n'opposera jamais aussi technique sans labour et non labour, au même titre que la sélection participative doit apporter des éléments pouvant peut-être, on pourrait progresser des gènes qu'on aurait découverts dans des populations pour justement les mettre dans des génotypes élites et trouver des variétés qui soient un peu plus tolérantes aux maladies ou autres. Bon, après, remettre en cause 50 ou 60 ans de schéma de sélection classique, je ne pense pas. Voilà un petit peu sur les éléments.